sí, sí, entiendo. Yeah. Gonzague, With, work with us. Important. What is expensive, the beer or pharmacia? okay, if they want the face. C'était un Donativo, ma foi fort agréable, le Donativo Saint-Nicolas, dans la ville de Ponferrada, avec sa propre petite chapelle, et dedans d'assez grands dortoirs, et finalement on était assez peu par chambre, on n'était pas empilés les uns sur les autres, et ça fait bien plaisir. Et oui, de bon matin, il fait nuit, hein, parce que ça c'est la grande passion, je crois, des pèlerins et exactement des Espagnols, c'est de foutre dehors le pèlerin assez tôt. Du coup ils viennent, ils rentrent dans la chambre, ils te réveillent, ils disent allez, allez, dehors les Romanos. Du coup je suis à Ponferrada, alors c'est vraiment dommage pour vous que vous ne l'ayez pas vu parce que c'était magnifique, hein, c'est vraiment un très beau village. Mais voilà, comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, je crois que j'ai de plus en plus envie de faire mon chemin et peut-être de moins en moins envie de vous le partager. Je sais pas si... Ouais, voilà, c'est tout en fait. Du coup c'est pour ça, je vais commencer à filmer de manière beaucoup plus déstructurée, beaucoup moins narrativement, beaucoup moins dans l'ordre. Ça m'a un peu saoulé YouTube, pour être franc avec vous, overdose. Overdose des vidéos, overdose des commentaires. Voilà. Et je pense que vu que Saint-Jacques c'est quand même quelque chose qui se vit de manière intime, pas toujours obligé d'étaler tout ça sur les réseaux. Du coup c'est dommage parce que vous avez raté des belles villes, des belles rencontres. Comme par hasard, à partir du moment où j'ai arrêté de filmer, c'était des beaux décors, des belles montagnes, des beaux paysages. Je vais continuer à filmer, hein, parce que quand je dis quelque chose, je m'y tiens. Mais voilà quoi, je sais pas du tout la forme que ça va prendre maintenant, ça sera peut-être plus chaotique, je sais pas. Allez, comme d'hab, on va essayer de trouver un café en cette matinée. Donc c'est le vlog numéro 57 je crois. C'est donc mon 57e jour de marche sur le Camino Frances. Générique. Je quitte Ponferrada pour continuer mon aventure. Ah, c'est joli, hein. Petit château là, ça le fait bien. Le soleil se lève petit à petit. Après y avoir bien dormi, après l'avoir un peu visité et hier soir et ce matin, après avoir bu un bon café, après avoir parlé et continué de sympathiser avec 2-3 pèlerins français et étrangers, ça fait plaisir, je commence à rencontrer du monde, on commence à se lier d'amitié, même si vous ne le voyez pas, parce que vous avez l'impression que je suis toujours tout seul. En fait, je filme simplement beaucoup moins les moments où je suis avec les autres. Mais au final, là, ça commence à prendre une envergure de 50-50. C'est à la fois, je suis 50% seul quand je marche et que je filme, et à la fois, 50% du reste du temps, je suis avec d'autres pèlerins, que ce soit dans les Donativos ou sur le chemin, ou quand on va se boire un coup le soir, ou le matin quand on prend un café. Voilà, donc c'est aussi ça la réalité, hein. C'est pas parce que là vous me voyez toujours tout seul que le chemin est vide. Au contraire, je dois vous avouer
que je trouve même de plus en plus de pèlerins à fur et à mesure que j'approche de Santiago. Parce qu'il y a pas mal de gens qui en fait commencent le chemin à mi-parcours ou à l'approche de Santiago, ou des gens qui se disent ah bah tiens j'ai que 2 semaines donc vas-y je vais partir d'ici, comme ça j'arriverai à Santiago. Donc en fait plus tu approches de Santiago, plus tu trouves des pèlerins. Et là je commence à le ressentir, hein. Là par exemple je suis en train de vous parler, devant moi je compte au moins 3 pèlerins là-bas. Derrière moi, bon là ils sont trop loin, vous les verrez pas, mais il y en a bien 3 ou 4 aussi. Dans les donativos. Les donativos sont quasiment tous pleins en hiver. En été, ça doit être un enfer. En été, ça doit être un enfer parce que déjà rien qu'en hiver là, c'est aussi un des avantages de faire cette rando l'hiver, c'est moins de gens. Pour les gens qui veulent moins la notion d'autoroute, l'impression de beaucoup de monde, c'est plus sympa de faire ça en hiver. Mais moi, je trouve que même en hiver, c'est déjà beaucoup de gens. J'ai pas besoin d'être accompagné par 10 000 pèlerins. 1 ou 2 me suffisent. Et là, il y a quand même beaucoup de pèlerins. Vous savez, au tout début de ces vlogs, je vous avais parlé des Coréens, je peux se rappeler. En fait, je vous en parle pas, mais quasiment tous les soirs, je les retrouve, quoi. Soit dans un donativo, soit quand je dors dehors, ils sont dans l'albergue à côté. Enfin, on se talonne, on se suit plus ou moins. Bref, en cette matinée, je voulais également parler du vlog d'hier où je vous ai juste craché au visage pendant 50 minutes pour dire à quel point j'en avais marre des commentaires YouTube. Je pense que j'ai atteint un stade sur ma chaîne YouTube où je peux plus en fait je peux plus répondre aux commentaires comme je le faisais avant quand t'as pas beaucoup d'abonnés, où tu peux en fait écrire à chaque personne merci beaucoup pour ton commentaire, n'hésite pas à t'abonner, reviens la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo. Là, je suis tout seul à gérer cette chaîne, hein. J'ai pas d'assistant, j'ai pas de trucs pour la communication, enfin je suis vraiment tout seul de A à Z. Et là je pense que j'ai atteint le stade où il est plus possible. Je le ressentais déjà à 50 000 abonnés. À 50 000 abonnés, je ressentais déjà, je me disais ah c'est marrant, j'arrive moins à prendre le temps de répondre aux gens. Quand je parle des commentaires, je parle pas simplement sous la vidéo. Sous la vidéo YouTube, il y a l'espace commentaire. Il n'y a pas que ça. Il y a sur Instagram tous les gens qui écrivent. Par mail, ceux qui envoient des messages. Et aussi, il y a par Messenger. Je crois que ceux-là, c'est ceux que j'aime le moins par Messenger. Je sais pas pourquoi. Quand on m'écrit sur Messenger, là sur Facebook, pour moi, c'est déjà le cercle au-delà de l'intimité. C'est genre, je suis comme un peu ami avec toi sur Facebook, donc je t'écris. Les gens ont l'impression d'avoir réussi à trouver une porte. La porte des artistes, quoi, l'arrière-porte, en mode ah par ici je pourrais peut-être le contacter. Et du coup tu vois, sur Instagram, sur YouTube je peux encore gérer, quand t'as pas envie de répondre tu réponds pas. Sur Facebook je trouve qu'il y a un côté insistant, tu sais, c'est boum. Du coup ouais, je suis en train de me dire je vais désinstaller toutes ces merdes de mon smartphone pour arrêter d'être interpellé. En fait c'est ça le problème c'est que quand vous écrivez, vous même si votre message est très gentil, en fait vous êtes un parmi 60 000. Et en fait vous écrivez un message qui est gentil, sauf qu'il y a une personne avant vous qui a fait le même, une personne avant vous encore qui a fait le même, une personne après vous qui fera le même, encore une autre personne qui fera le même. Et en fait, nous de notre côté, vidéaste, on est toutes les 5 minutes, gling gling, le téléphone sonne et on a une notification, on a un truc qui nous signale qu'on a un message. Et là, vous allez me dire, bah, t'as qu'à désactiver les notifications, mais elles sont désactivées. Elles sont désactivées, c'est juste que si tu veux, tu peux plus te connecter normalement en fait à tes comptes sans avoir 50 000 messages non lus, ce genre de trucs. Et donc je commençais à me dire que d'être sollicité toute la journée en permanence par ces petits trucs, mais même des très courts messages, même 3 lettres, hein. Quand vous écrivez même bon courage, ou genre bon désolé mec je vais pas t'écrire un pavé pour pas trop te prendre ton temps. En fait c'est déjà trop. En fait à partir du moment où vous activez un message, même pour envoyer un cœur ou un pouce, c'est une notification. Là je parle surtout pour Instagram et Messenger, c'est tout ça. C'est sympa de votre part, mais ça prend du temps. Donc en fait, on ne peut pas tout gérer. Là, en tout cas, là, je sens que je suis au stade où, en fait, la communauté commence à être impersonnelle. Tu ne peux plus créer un lien avec elle. Elle est trop grosse, tout simplement. Et du coup, voilà, en fait, c'est triste, hein, mais le victime de son succès, comme on dit, je peux plus entretenir un lien en fait aussi étroit et aussi intime. Donc il y a plein de gens qui m'écrivent bah t'as qu'à désactiver l'espace commentaire. Puis t'as les autres qui répondent bah non, s'il désactive l'espace commentaire, il aura plus son petit algorithme YouTube, donc moins d'argent.
Alors les gars, faut savoir que si je cherche de l'argent, je ne serai pas sur YouTube. Hein. Voilà, ça c'est encore des gens qui répètent des phrases comme ça préfabriquées. Ils pensent que c'est, ils ont entendu ça, je sais pas où, du coup ils pensent que c'est facile. Pareil, ceux qui disent ouais c'est facile de critiquer tes abonnés et par contre de les solliciter quand tu as besoin de leurs dons pour financer tes projets Ulule. Oui alors mon petit gars, j'ai forcé personne à soutenir sur Ulule. Moi dans tous les cas j'aurais fait mon projet, j'aurais fait mon bar, j'aurais fait mon donativo. C'est simplement je propose une aide, qui même me suivent, tu vois, ceux qui ont envie donnent, ceux qui n'ont pas envie, bah, ils donnent pas. Il n'y a aucune obligation. Et dans tous les cas, à l'inverse de beaucoup d'entre eux comme vous, j'attends pas moi pour faire, j'attends pas les autres, je fais. Tu vois, je suis un faiseur. Donc j'ai fait mon truc, des gens ont voulu s'y greffer parce que ça leur faisait plaisir. Figure-toi que ça arrive, hein. Il y a des gens gentils, il y a des gens généreux, il y a des gens qui ont envie d'aider en fait. Hein. Et je me suis pas barré avec la tirelire. Hein. Tu peux aller le voir mon donativo, comme ça déjà tu pourras me parler en face. Et puis comme ça tu verras que moi je me serais doigt du cul plutôt que de commenter avec mes gros doigts boudinés derrière un écran. Donc ramasse tes chips sur ton clavier et ensuite ferme ta gueule. Je suis en train de me dire que je ne peux plus commencer à... Ça se voyait au début, rappelez-vous, hein, il y a quelques années je répondais encore à un petit message. Au début c'était des phrases, tu répondais genre ah merci pour ton commentaire, content que la vidéo t'ait plu. Après c'est déjà devenu des messages plus courts. Ah yes merci, cool, sympa. Tiens. Après c'était devenu juste un emoji quoi, genre un pouce, un petit smiley. Maintenant, c'est plus ça, c'est simplement un like. C'est genre je like. Parce que là, tu peux plus. Tu lis les commentaires, tu likes, tu peux plus prendre le temps de répondre. Et là, j'en suis au stade suivant, où même le like, il est chaud quoi. Donc là, je vais répondre aussi à une autre question, tant qu'à y être. Des gens qui me disent ouais, quand on est un personnage public, faut avoir les épaules pour. Eh ben oui, celui qui m'a dit ça là a raison. Faut avoir les épaules pour. Et je constate que je ne les ai pas. Je constate que moi j'aime créer et je déteste entretenir une communauté. Voilà, c'est la grande différence avec beaucoup de youtubeurs qui font de la médiocrité, qui font du contenu mauvais. Mais par contre, eux, leur point fort, c'est de gérer un groupe, de gérer une communauté. C'est des pros pour ça, quoi. Ben, c'est pas mon cas. Petit musée d'art contemporain, ici. Petit espace d'expression libre. Bon, l'art accessible à tous. Venez pique-niquer chez nous. Non, je réponds à cette question de manière très sérieuse. Je l'ai souvent dit, je l'ai toujours dit. Moi, le succès ou d'être reconnu dans la rue, pour moi, ce serait un enfer en fait. Tu n'as plus d'intimité, les gens t'accostent comme s'ils te connaissaient, toi tu les connais pas. Ta vie privée est violée constamment. Et beaucoup te disent, ben alors pourquoi tu t'exposes sur YouTube? Mais parce que moi, je ne m'expose pas, je crée, je produis, je propose du contenu. Donc en fait c'est un moyen d'expression, je m'exprime en fait, hein. Vous regardez un mec qui s'exprime, hein, globalement c'est ça. Hein. C'est comme un artiste aurait besoin de jouer de la musique, un autre de peindre, un autre de dessiner, un autre de sculpter, vous voyez. Moi c'est la vidéo photo quoi. Du coup je propose du contenu, c'est un truc, mais je ne cherche pas derrière la notoriété, la reconnaissance. Et ça en effet, je vous l'accorde, je le gère mal, j'arrive pas à gérer... parce que c'est facile à dire quand vous me dites fais abstraction des cons, leur donne pas de crédit. En fait, vous vous rendez pas compte du poids que c'est. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte. En fait, vous ne pouvez pas vous en rendre compte tant que vous n'êtes pas vous-même créateur. Le poids que c'est, une petite critique par-ci, puis le lendemain une autre critique par-là, puis le lendemain... En fait, vous avez beau essayer de pas vous y attarder, ça reste des petites piques, des petites blessures qui vous affectent. Et si vous voulez, encore plus quand vous parlez sans filtre comme je fais, où vous vous exposez, vous soulevez des sujets houleux, parce que moi je déteste être consensuel, être dans la tiédeur. Donc je fais exprès d'aborder des thèmes un peu piquants, mais au moins ça fait le tri. Hein. Ça écrème mes abonnés, au moins je sais que les gens qui restent sont des gens intéressants, tu vois. Et par contre, le truc à double tranchant, c'est que je me reprends des retours de bâton. Je crois que je déteste en fait gérer une communauté. Au fond de moi, je me demande même si je vous déteste pas. Je commence à me dire, mais je crois que je hais les followers. En fait, c'est un amour passion-haine quoi. On les aime parce que sans eux, notre boulot n'existerait pas. Mais en même temps, on les déteste parce qu'ils nous font chier quoi. Ils nous font chier. C'est comme, en fait, créer une communauté, c'est comme créer un monstre, le monstre de Frankenstein. C'est créer un monstre qui se retourne contre nous, simplement. Et ça c'est compliqué. Donc pour vous répondre avec la plus grande sincérité, d'avoir une si grosse communauté,
c'est difficile à gérer. Et c'est quelque chose dans lequel je ne prends pas plaisir. Voilà, je prenais plaisir quand c'était une petite communauté, où tu pouvais créer du lien, presque intime avec. Finalement, disons-le, presque tu pouvais te trouver des amis. Maintenant, c'est une quantité informe de gens. Ça ne représente plus rien. Et plus je lis vos commentaires, vos retours, plus j'ai tendance à vous détester. Et quand je dis vous détester, je parle du groupe, de l'entité abonnée. Individuellement, je ne vous déteste pas. Je parle vraiment du groupe. Ce monstre qui est la communauté, c'est quelque chose d'ingérable. Je n'ai pas les épaules pour gérer une énorme communauté. Et je pense que plein de vidéastes, youtubeurs l'ont pas. Bon là, me vient en tête principalement le gars qui s'appelait Antoine Daniel, qui lui a rage quit, comme on dit dans le milieu. Un rage quit, ça veut dire abandonné. Il a créé un énorme monstre. Il a créé une communauté, et puis il s'est rendu compte que c'était plus possible à gérer, quoi, que la communauté le bouffait. Et ben ça me fait un peu pareil. Ça me fait un peu pareil, j'ai pas le même niveau d'abonnés, mais ça suffit, hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben rien en fait, hein. Je continue à faire mes vidéos. Par contre je vais accorder beaucoup moins, mais voire plus du tout, de temps à m'occuper de vous en fait. À vous répondre, même aux commentaires gentils, je parle. Je vais moins liker, moins être présent. En fait je vais faire mes vidéos de manière purement égoïste. Je vais lâcher mes créations comme ça dans YouTube, comme une bouteille à la mer. Et puis voilà, ceux qui auront envie d'ouvrir cette bouteille et de regarder, ils le feront. Ceux qui n'auront pas envie. Et comme ça, tous ceux qui cracheront leur venin ou tous ceux qui au contraire soutiendront, bah, je ne le verrai pas. Moi je continuerai ma petite vie. Et je pense que c'est le mieux que j'ai à faire. Et en effet, lorsque j'aurai besoin de votre thune sur un projet Ulule, bah, je viendrai vous solliciter. Allez, on va faire comme ça. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a un pèlerin qui marche avec son chien. Et en fait, ça fait plusieurs kilomètres qu'on se suit. Bon là, je viens de le doubler. Et j'ai remarqué quelque chose, j'étais dans l'observation. En fait, il traverse des villes, des villages, des rues. Et son chien marche comme ça à côté de lui. Et dès l'instant qu'il passait à côté d'une maison dans laquelle il y avait un chien, tous les chiens enfermés aboyaient. Aboyaient à ce chien qui, lui, au milieu, fait son chemin et n'aboie pas. Il aboyait pas, il avance. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu ce qui se passe actuellement avec YouTube. En fait, moi je suis ce chien qui avance tranquillement sur son chemin. Et tous les autres chiens qui sont en cage et qui regardent ce chien passer, parce que ce chien est libre, il est sur son camino, et ben, tous les autres aboient en fait, font du bruit. Voilà. Donc, vous êtes quel chien vous? Plutôt celui qui est libre et qui avance, ou plutôt celui qui est enfermé et qui regarde les autres avancer et le seul truc qu'il peut faire c'est aboyer? Moi j'ai déjà ma réponse. Eh bien les amis, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup marché et très peu filmé. J'ai tellement peu filmé que là j'arrive à ma destination prévue. Je crois que l'étape d'aujourd'hui c'est Villafranca. Ce qui est marrant, c'est que c'est la deuxième ville qui s'appelle Villafranca. J'ai déjà passé un village qui portait le même nom. Donc là j'arrive dans quelques minutes on va dire. Et je me suis dit, ben merde, je suis tellement pas filmé aujourd'hui qu'il n'y a pas de vidéo. Et pourtant j'ai beaucoup marché avec des pèlerins. Là je les ai laissés un peu avancer devant. Parce que j'ai envie, comme je vous l'avais dit, qu'on s'enfonce encore un peu plus en enfer, tous ensemble. Rappelez-vous, hein, ça fait déjà depuis 2 vidéos, celle-là c'est la 3e, que je parle de l'enfer de Dante, la Divine Comédie, écrit par Dante Alighieri, un auteur italien du Moyen-Âge. Et du coup, je trouve cet exercice intéressant que dans chaque vlog, en tout cas pendant ces quelques vlogs, on parle d'un cercle à chaque fois qui nous descend un peu plus en enfer. Parce que ça permet aussi de faire le point, ça sert à ça le chemin de Saint-Jacques, faire le point sur ses péchés. Ça reste des choses imagées, ça reste des pistes de réflexion, ça reste des chemins pour trouver un chemin justement plus spirituel, plus lumineux, pour éviter de côtoyer l'enfer, non pas après la mort, mais plutôt pendant votre vie. Après avoir vu le premier cercle qui était les limbes, après avoir vu le second cercle qui était la luxure, aujourd'hui, nous entrons dans le 3e cercle qui va sûrement en concerner beaucoup, c'est la gourmandise. La gourmandise, c'est donc le 3e cercle de l'enfer de Dante. Ici, la torture
violente et cruelle. Les gens sont plongés dans la boue. Dante décrit ça comme vraiment... en fait, tu te fais attaquer par un cerbère, un énorme chien, Cerbère lui-même, le chien des enfers, hein, qui te griffe, qui te bouffe, qui te mâche, qui te redigère. Parce que vous comprenez bien que par la gourmandise, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est, comme son nom l'indique, le plaisir des sens. C'est quand tout est mis en avant dans le goût, hein, surtout la gourmandise, de manger à opulence, à outrance, de ne pas se retenir. Et également, c'est l'idée de l'accumulation, de conserver ou d'accumuler des réserves finalement. Parce qu'on retrouve cette idée de la peur du manque. Vous êtes vous-même, votre âme sera torturée dans ce cercle de l'enfer par une sorte de digestion infernale, interminable. La gourmandise, c'est le fait, par exemple, de ne pas se retenir. Ça va finir par se répéter à un moment donné. Hein, c'est comme la luxure, le fait de s'empêcher de contrôler ses pulsions. C'est un peu pareil. C'est en fait toujours cette idée, finalement presque du chevalier vertueux, d'être dans la maîtrise et le contrôle de son corps, de ses pulsions et de ses envies. La gourmandise, c'est ce truc, par exemple, d'aimer dans l'excès, d'aimer par exemple une bonne bière et puis d'en boire 15 000. Tu as le droit d'aimer la bonne nourriture. Mais mal vu, tu ne te maîtrises pas. Tu en fais une sorte de crise de boulimie, tu vois. Tu aimes manger un peu de Nutella, mais en fait, tu peux pas t'empêcher d'en bouffer quasiment tous les jours et de pas terminer le pot à chaque fois, tu vois. Tu vas par exemple aimer la bonne viande, mais tu n'es pas dans le contrôle d'une bonne entrecôte une fois de temps en temps. Tu es dans l'excès, tu vois, la viande à tous les repas, tout le temps. L'accumulation. La peur du manque, tu as peur de mourir de faim. Du coup, tu vas accumuler en toi, en fait, physiquement, tu vas gonfler. Dans l'enfer de Dante, dans ce cercle-là, on retrouve des gens en bon point, très grassouillants, très obèses finalement, parce que leur physique est simplement le reflet de leur crainte. La peur de manquer fait qu'ils se remplissent comme ça ils sont sûrs d'avoir toujours sur eux ce qu'il faut pour vivre en fait. Mais la peur étant le contraire de la foi, les empêche de bien évoluer, de bien progresser spirituellement. Et du coup, ça fait des gens difformes et malheureux. C'est toujours cette idée de se retenir. Vous aimez les bonnes choses et vous avez le droit de les aimer. Prenons l'exemple d'un gâteau au chocolat. Tout le monde aime le chocolat, tout le monde aime les gâteaux au chocolat. Il vaut mieux en manger une fois de temps en temps quand tu aimes et tu apprécies, tu le savoures, que si tu en manges tous les jours. Non seulement c'est pas bon pour toi, pas bon pour ta santé, donc pas bon pour ton esprit, mais surtout tu ne trouveras plus ce même goût. Ce gâteau au chocolat sera devenu un quotidien, une habitude, quelque chose de fade, et donc le chocolat n'aura plus le goût, pourquoi tu l'aimes, de chocolat. Ça sera un énième truc que tu t'empiffres. Vu qu'un vice en appelle un autre, une fois que tu te seras lassé du chocolat, car tu l'auras finalement détruit, tu auras détruit la saveur qui fait qu'à l'origine tu aimes ce chocolat, tu vas passer à autre chose, tu vas dire bon bah il m'en faut toujours plus. Et cette idée d'accumulation, de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. On peut voir ça comme le contraire du partage. Dans la gourmandise, on retrouve cette idée d'accumulation pour soi. Parce qu'on est dans la peur, on est dans la crainte. Donc on prend, on mange. On prend, on mange, on ingère. On est gourmand. On en veut toujours plus. Mais la gourmandise n'est pas seulement alimentaire. Ça peut être par exemple être dans l'excès d'une drogue. On retrouve aussi l'idée de la gourmandise du sexe. Bah, du coup, c'est la luxure, vous voyez. Mais ça peut être par exemple, vous qui matez ces vlogs, vous en voulez toujours plus. Vous ne laissez pas de répit ni aux vidéastes, ni à, vous voyez ce que je veux dire, ni à vous-même finalement. Est-ce que des fois, vous ne savoureriez pas plus une petite capsule de temps en temps, une petite vidéo? Est-ce que cet aspect infini, boulémique, n'est pas trop indigeste, et pour vous et pour moi? Est-ce que finalement c'est pas une forme de gourmandise aussi? Vous êtes jamais rassasié. Le gourmand en veut toujours plus. Il a toujours faim. Il est jamais rassasié. Donc, quand tu n'es jamais rassasié, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu n'es jamais heureux. Car tu n'atteins jamais ce stade où tu dis « Ah, c'était bon, j'ai bien mangé, merci, fin de l'histoire. » Tu peux maintenant te réjouir de ce bon repas. Tu peux dire « Ah, j'en garde un bon souvenir. » Le gourmand ne garde pas de bons souvenirs vu qu'il est toujours dans la consommation. C'est aussi ça le gourmand qu'il faut comprendre. Ça va être la personne qui va consommer, pas seulement de manière alimentaire, je le répète, mais aussi par exemple qui va passer sa vie devant Netflix à s'enquiller des conneries sans jamais se remettre en question. Et du coup il va s'abrutir tout simplement. Donc vous voyez, la gourmandise peut prendre plusieurs formes.
On revient sur cette idée du contrôle dans la quantité. Ça sert à rien de manger peu, hein, de vous restreindre. Ça sert à rien de... Si, remarque, vous pouvez faire des jeûnes de temps en temps. De temps en temps, ça fait pas mal de vous forcer à ne pas manger. Parce que vous allez voir, moi c'est exactement ce qui se passe sur ce chemin. Je mange assez peu, donc mon estomac se rétrécit. Et finalement, je m'aperçois que j'ai beaucoup moins faim qu'avant. Beaucoup moins faim et même j'ai moins d'envie. J'ai moins... Quand on est chez soi dans son quotidien, il est vrai qu'on te met une pizza sous le nez, t'as envie de la tomber la pizza. Là, je ne vous mens pas, hein, faites l'expérience. On me fout une pizza sous le nez, t'en as pas spécialement envie. En fait, ton corps, par le jeûne, se purifie du sucre, des matières grasses, des choses addictives, je veux dire. Si vous vous sentez concerné par... que vous savez gourmand, vous savez que quand on vous tend un paquet de bonbons, vous pouvez pas vous en empêcher, ou un paquet de chips. Parce que c'est souvent des conneries, on est souvent gourmand dans des conneries. Je veux dire, les gens sont rarement gourmands d'intelligence, de littérature. Ça les instruit, ça ils n'ont pas l'habitude. Ils sont souvent, quand on est souvent gourmand, c'est souvent concernant des conneries. C'est rarement un truc bon pour toi. Il faut apprendre à vous faire plaisir en vous accordant de temps en temps une sucrerie, si c'est votre plaisir. Ce n'est pas de la gourmandise mauvaise. Vous pouvez de temps en temps vous dire, allez, je m'accorde un petit bonbon, allez, je m'accorde une petite bière, allez, voilà. Vous pouvez vous accorder cela. Essayez de vous contrôler. Quand vous avez quelque chose qui vous met en appétit, posez-vous simplement la question, genre, est-ce que j'en ai vraiment envie? Alors vous allez me répondre oui, parce que c'est le principe de la gourmandise, c'est d'avoir tout le temps envie. Mais est-ce que vous dites, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je serais plus heureux une fois que j'aurai enculé le paquet d'Haribo? Ou est-ce que finalement, si je sors dehors, je serais fier de moi d'avoir résisté? Et surtout, vous allez voir que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que si vous arrivez à vous retenir une fois, vous arriverez à vous retenir un peu plus longtemps la prochaine fois. Et en plus de ça, on ne vous demande pas de vous priver d'une manière soudaine et brutale. On vous demande de réduire progressivement. Vous réduisez progressivement jusqu'à finalement, comme là sur le chemin, les premiers jours de marche, ben, je mangeais, je continuais, j'avais mon rythme alimentaire classique. Et au fur et à mesure que je marche là, je vous dis, avec 3 cacahuètes, je suis nourri quoi. Et encore, il faut que je me force. C'est quand même, j'en suis au stade actuellement où je me force à manger, histoire de dire que j'ai quelque chose dans le bide. Mais en vrai, si je m'écoutais vraiment là, j'ai jamais faim. Sur le chemin, le chemin de Santiago là, je n'ai plus la faim, j'ai plus ce truc qui fait dire hey, mange s'il te plaît, mange, j'ai la dalle. Quand je passe, et pourtant on envoie des conneries en Espagne, hein, des trucs qui ont l'air gras, du chocolat, des trucs. Et bien pourtant, même en marchant 30 bornes par jour, on pourrait penser qu'il y a un besoin de bouffer gras, il fait froid et tout. Tu passes devant et tu es là, bref, ça me dit pas, ça me dit pas. Et ça, je pense, c'est quelque chose de bon, parce que votre esprit n'est pas pollué par toute la merde que vous lui apportez. Il faut comprendre que on est fait, on est constitué de ce qu'on mange. Alors ça, c'est même pas un concept spirituel, machin chose. C'est pas un truc de fou ce que je vous raconte. Scientifiquement, c'est prouvé. C'est-à-dire que là, ce qui compose vos molécules, vos cellules de votre corps, de la peau jusqu'au liquide de votre œil, jusqu'à votre urine, vos reins, votre estomac, ce qui vous compose, en fait, tous les atomes mis les uns derrière les autres, et ce qui crée le sac de merde que vous êtes, c'est ce que vous mangez, en fait. Je vous le dis autrement, si demain vous décidez de manger que des bananes pendant plusieurs mois, vous ne serez constitué que de molécules de bananes, quoi. C'est-à-dire que de la moindre goutte de votre sang jusqu'aux sourcils, aux poils, aux cheveux, ce sera que de la cellule de banane. On est physiquement de nos os jusqu'à nos muscles, jusqu'à notre placenta, on est constitué de ce qu'on mange. Et c'est valable pour l'esprit, votre cerveau et votre cœur aussi. Donc quand on dit esprit, on peut penser à tout ce qui est spirituel. Donc si vous mangez de la malbouffe en permanence, vous ne pouvez pas développer des esprits lumineux. Ça peut sembler logique ce que je vous dis, mais je pense que pour beaucoup, c'est pas une évidence. Si vous mangez de la nourriture saine, cela va régénérer vos forces à l'intérieur de vous, vos énergies, et vous allez développer des connexions, des synapses, votre cerveau va se mettre à fonctionner de manière plus saine, et du coup vous aurez une meilleure pensée spirituelle, un éveil, un meilleur développement personnel, une meilleure envie d'aller vers l'avant. Et c'est tout con, c'est exactement comme de l'essence de bonne qualité que vous mettez dans votre voiture. Prenez une fleur qui est dans un pot. Si tous les matins vous arrosez cette fleur avec de l'essence 98,
Elle va peut-être grandir encore 1 ou 2 jours, puis à un moment donné, ses racines vont puiser dans l'essence, ça va la planter, quoi. Elle va se dire non c'est bon, je peux plus, j'ai pas l'apport. Donc cette plante va jamais s'élever vers la lumière, parce que rappelez-vous, hein, les fleurs ont besoin de lumière, tout comme nous en fait, hein, les êtres humains. Et en fait cette plante ne va jamais atteindre ce stade, donc soit elle va rester toute petite et frustrée, soit elle va faner, soit elle va mourir. Ce que vous mangez, c'est exactement la manière dont vous arrosez votre plante intérieure. Si vous l'arrosez avec de l'eau de source très riche en minéraux, en plus dans laquelle vous mettez des bonnes ondes, des bonnes énergies, cette plante va ressentir tous ces bienfaits et cet amour et va s'épanouir. Et elle va non seulement s'orienter vers la lumière et toujours chercher à grandir, elle va s'élever, s'émanciper. C'est exactement pareil avec ce que vous mangez au quotidien. Et croyez pas que c'est anodin. Dites-vous, quand vous mangez de la viande, si c'est une viande qui a été élevée dans des conditions pas possibles et tuée dans des encore pires conditions, vous allez choper ces mauvaises ondes, ces mauvaises énergies. À l'époque, les Indiens, quand ils chassaient le bison, ils mangeaient le cœur pour essayer de prendre l'énergie du bison. Il y a de ça en fait. C'est toujours d'actualité ce truc-là. Quand vous mangez un animal, même un pigeon, hein, enfin n'importe quelle chose qui a été vivant, c'est un transfert d'énergie. Même une carotte, hein. Quand vous mangez une carotte, en fonction de l'amour que le jardinier a mis dans la carotte, vous allez soit ressentir tous les bienfaits, soit c'est une carotte industrielle achetée à Leclerc dans les rayons et oui elle est grosse mais il n'y a absolument pas de goût quoi. C'est exactement, moi je trouve maintenant comme les pommes. Je veux dire les pommes en supermarché c'est immonde. Les pommes c'est de la flotte, tu croques dedans, il n'y a rien, à aucun moment il y a le goût de pomme. Aller trouver des vieux pommiers dans des forêts et vraiment tu prends la pomme qui certes est plus petite, qui certes est tachetée, il y a plein de taches, mais le goût est incomparable et pourtant c'est quelqu'un qui vous... Moi j'aime pas les pommes. Mais en fait ce que je m'aperçois depuis des années quand j'aime pas les pommes, en fait j'aime pas les pommes de commerce. Mais la vraie pomme de l'arbre, bah tiens au moment où je dis ça, regardez. Au moment où je dis ça, il y a des pommes là justement. La vraie pomme de l'arbre, c'est incomparable. Et vous savez quoi, je vais même vous dire, même dans les magasins bio, j'ai remarqué dans les magasins bio, de la bonne, non, je trouve que les pommes sont pas bonnes. À partir du moment où elles sont élevées dans un truc de quantité industrielle, parce qu'il faut fournir beaucoup, c'est plus là. La passion n'est plus là, le goût est plus là, le fruit perd de sa saveur en fait. Et bien ça s'applique à tout et tout le temps et partout, et même avec de l'eau, buvez de la bonne eau, mettez les bonnes ondes dedans, même avec... En fait avec tout, même dans les relations homme-femme, ou mère-enfant, ou parent-enfant. En fait, quand vous mettez des bonnes ondes, des bonnes intentions et de l'amour, ça se ressent et ça ne fait que grandir l'autre. Donc vous voyez, la gourmandise, on peut vraiment tirer ça très loin. Et dites-vous que si vous voulez aller mieux, si vous vous sentez malheureux par exemple, commencez par respecter votre corps. Alors c'est marrant parce que finalement dans la luxure, le cercle qu'on a vu hier, il y avait ce truc du corps au milieu de tout. C'est mauvais si vous mettez le corps au milieu de votre vie. Le corps de séduction, le corps de chair, le corps sexuel, si vous le mettez placé au centre de votre vie, de votre préoccupation, ça c'est pas bon. Et bien la gourmandise, il y a presque un truc un peu contraire. Il faut mettre le corps et en prendre soin. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est toujours une histoire de dosage, vous pouvez le mettre, non pas au milieu de vos préoccupations, non pas comme l'unique préoccupation, mais prenez-en soin, respectez-le. En fait, ce que ça nous dit, ça nous dit aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous comme vous êtes et oubliez tous les discours qu'on vous dit. Oh là là, t'es prétentieux, oh t'es égocentrique, oh là là, t'es mégalo. Tout ça, c'est les discours de lâches. C'est ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui sont aveuglés parce que vous éblouissez en fait. Hein, vous rayonnez de bonheur. Ils ne comprennent pas ça. Moi, je le vois tous les jours. Ceux qui me disent oh là là, tu prends vachement le melon, mec. Excuse-moi d'être heureux et de kiffer ma vie. La grande différence entre toi et moi, c'est que je m'aime, je m'apprécie, je me respecte et je fais tout pour que mon corps soit bien avec moi-même, pour que mon esprit qui est dans mon corps soit bien, pour que mon âme aussi soit bien. C'est se faire plaisir à soi-même, se respecter tout simplement, s'aimer. Commencez par vous aimer vous-même avant d'essayer d'aimer les autres. Il y a beaucoup de gens en fait qui passent leur vie à être gentils, c'est des gens gentils en fait. Ils essayent d'être gentils, ils veulent qu'on dise « Ah, t'es super sympa, t'es gentil », mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Tu ne peux pas. Il faut commencer. Si tu veux aller loin, il faut commencer par faire un pas. Il faut sortir chez toi en fait. Si tu vas aller à Santiago, il faut commencer par ouvrir la porte de ta maison. Dans les relations, c'est pareil. Commence par t'améliorer toi et t'aimer toi,
et ensuite tu pourras aider ton prochain. Aide-toi toi-même et tu aideras les autres. Et pour s'aider soi-même, le mieux c'est de se respecter et de s'aimer. Voilà, il y a du vent qui se lève, je pense que le son va commencer à être un peu foireux. J'espère que vous avez compris le cercle de la gourmandise. Je m'arrête ici. On verra demain, on descendra au cercle suivant de l'enfer de Dante. Et voilà, j'arrive à ma destination. Il est pas tard, hein, comme d'habitude, là ça fait quelques jours que je marche et qu'il est, il est tôt. Enfin, en vrai, je pourrais presque continuer à marcher hein, tant qu'il y a le soleil. Mais comme je vous l'ai dit dans les précédents vlogs, j'ai décidé un peu de ralentir et finalement, vu que je commence mes journées beaucoup plus tôt qu'avant, parce qu'en ce moment je les commence entre 6h30 et 7h, il est normal que vers les 14-15h, moi j'ai déjà ma dose de l'extérieur. Donc j'arrive sur ce village qui s'appelle Villafranca, si je dis pas de bêtises. De plus, beaucoup m'ont posé la question, comment va ta cheville Céleste, est-ce que tu as toujours mal? Et bien écoutez, ce qui est marrant, c'est qu'elle allait mieux. Pendant 2 jours, j'avais plus trop mal. Et là, depuis 1 jour, 2 jours, ça s'est réveillé. J'ai de nouveau mal à ma cheville. Mais comme si ça suffisait pas, c'est pas au même endroit. C'est à la même jambe, j'ai toujours mal à la cheville droite. Mais c'est plus à la cheville parce que je me l'étais tordu, là c'est au tibia cette fois. Je sais pas, j'en ai ras le cul en fait, ça me fait mal. J'en parlais avec les autres pèlerins, ça leur fait pareil. En fait, quand t'as un truc qui se soigne, t'as autre chose qui se déclenche. Donc en fait là je boite de nouveau, hein, ça y est, ça me fait mal, j'avance à 2 à l'heure aussi. Du coup c'est aussi la raison pour laquelle je marche et vers les débuts d'après-midi, je sens que tout mon corps est en douleur. Donc je m'arrête. Donc voilà, je suis bien arrivé au village, ça a l'air sympathique, je sais pas s'il y a du monde, je sais pas s'il y a des trucs d'ouvert, je sais pas si je dors dehors, si je dors dedans, je sais pas, tout ce que je sais c'est que je vais m'arrêter ici. Bref, j'arrête le vlog ici, j'ose même plus vous demander s'il vous a plu en fait, j'en ai plus rien à foutre. Donc j'arrête le vlog ici et voilà, et peut-être à demain pour un nouveau vlog. Allez, ciao! Là ça claque. Oh ouais. En fait c'est toujours un plaisir quand tu arrives dans un village, tu sais vraiment pas à quoi t'attendre, c'est un peu au petit bonheur la chance. Puis des fois tu trouves juste... Ah ouais, ça donne trop envie là. Putain c'est cool, là c'est mortel. Excellent donativo là.